Good. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Annie. J'ai vu tous les noms des gens s'inscrire, mais il y en a d'autres qui sont rajoutés déjà depuis. Alors, bonsoir, on va se présenter. Je vais vous présenter un petit peu l'ordre du jour. Je m'appelle Éric Landry, je suis paramédic à la Corporation d'urgence santé depuis 8 ans. Ça fait d'ailleurs 12 ans aussi que je suis au centre de formation comme paramédic instructeur. Et j'ai la chance ce soir de former des cliniques. J'enseigne aussi au Cégep en soins hospitaliers d'urgence au futur paramédic. Bonjour, merci Eric. Je m'appelle Nicolas Larcher, je suis paramédic à Urgence Santé depuis maintenant 8 ans, également au centre de formation depuis maintenant 3 ans. Et je vais co-animer, dans le fond, cette soirée, cette petite façon de formation, téléconférence sur Zoom avec vous toute la soirée avec Eric pour cet événement. Merci. Présenter l'ordre du jour des directives. Donc, l'ordre du jour, en gros, on va vous zoomer un peu davantage l'ordre du jour. Donc, ce qu'on voudrait viser, ce qu'on veut, dans le fond, apporter aujourd'hui à l'ensemble des gens, évidemment, le mot bienvenue qu'on est en train de faire à l'instant, on va vous faire aussi également une présentation de la chaîne d'intervention. Et on va voir dans la finalité qu'est-ce que ça représente, la chaîne d'intervention. Après ça, c'est quoi un corps type? C'est quoi un paramédic? Ça fait quoi, dans le fond, sur un corps régulier, un corps normal? Afin de démystifier un peu toute la séquentielle de comment ça se déroule une journée normale. Après ça, on va aller voir ensemble les mythes et les réalités. Donc, beaucoup de questions qu'on se fait poser au quotidien, des questions qui sont souvent les mêmes. En fait, aujourd'hui, on va prendre du temps pour réussir à démystifier plusieurs d'entre elles. Ensuite de ça, avec la réalité de COVID-19, la pandémie, ça change des choses pour tout le monde dans les services préhospitaliers d'urgence. On se rappelle que cette semaine, c'est la semaine des services préhospitaliers d'urgence. Donc, ça change beaucoup de choses pour un peu tout le monde, que ce soit de la prise d'appel, que ce soit dans la répartition de ces appels-là, que ce soit pour les paramédics, que ce soit les gens qui font la remise en service, les employés de soutien au quartier général. On va aller voir l'ensemble de ces changements-là aussi. Et on va poursuivre avec un héros urbain qu'on va marquer, qu'on a marqué comme étant modifié. On comprendra aussi qu'évidemment, il y a des sections dans le héros urbain, dont entre autres le contrôle des saignements, des hémorragies, qu'on sait que vous ne pourrez pas pratiquer à la maison. Donc, on va essayer de vous démontrer des choses à faire à la maison qui sont réalisables dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Et si on est capable, on aimerait terminer dans une formule un peu plus humoristique, un top 10 des choses que les paramédics entendent le plus souvent sur la route. Donc, la manière qu'on va fonctionner ce soir, on vous a déjà commencé à vous écrire dans le chat. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont répondu déjà. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous. Donc, la façon de fonctionner, dans le fond, les règles qu'on pourrait se fixer entre vous et moi, en fait, vous et nous, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut que ça soit une formule plus interactive. N'hésitez pas à nous poser des questions. On sait que présentement, les caméras et les micros ont été coupés pour l'ensemble des gens qui assistent à la formation en ce moment. C'est volontaire. C'est pour garder une fluidité et qu'on ne se entrecouple pas tout le monde ensemble. Donc, allez-y sur la formule chat. On va essayer de prendre le maximum de questions qu'on peut pour vous y répondre. Ça se peut que volontairement, quand vous allez l'écrire sur le chat, qu'on y réponde peut-être pas dans l'immédiateté, parce que vous avez vu tantôt, je vous ai présenté un peu un ordre du jour. Ça se peut qu'on y revienne un peu plus tard. Okay? On ne vous a pas oublié. On va essayer de répondre à l'ensemble des questions qu'on peut aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions personnelles d'origine médicale, c'est pas l'endroit ce soir pour parler de ça. On veut vraiment vouloir vous expliquer là, pour tout le grand public, expliquer davantage c'est quoi en gros un paramédic, c'est quoi que ça fait comme travail, d'expliquer c'est quoi un corps habituel, c'est quoi les outils qu'on a, c'est quoi les gestes qu'on peut poser. On ne s'en ira pas dans le côté plus spécifique. Si vous avez une question personnelle, intime, on ne rentrera pas là-dedans, une question évidemment de respect dans la confidentialité et tout ça. Donc, c'est un peu le mode de fonctionnement qu'on va fonctionner ce soir. Donc, je passe la parole à Eric, qui va venir nous présenter notre premier point, qui est dans le fond la chaîne d'intervention. Good. Laissez-moi un instant, je vais partager l'écran. Et voilà.
Donc, merci Nicolas. Donc, toujours c'est fait. Donc, l'événement aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine des services préhospitaliers d'urgence. Donc, on va parler de tout ce qui est préhospitalier. C'est la prise en charge de quelqu'un qui a besoin de se rendre à l'hôpital avant l'hôpital. Cette semaine-ci est pour tous les gens du réseau, incluant les paramédics, oui, mais tout ce qui va alentour. C'est un peu ce qu'on va voir avec la chaîne d'intervention préhospitalière. Donc, le contenu de cette présentation-ci, on fait une petite introduction. On va parler d'urgence santé, de sa mission, le territoire, la chaîne d'intervention elle-même, les paramédics d'urgence santé. On va parler c'est quoi la formation pour être un paramédic aussi, s'il y a des futurs étudiants parmi vous, et du champ de pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme soin et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en tant que paramédic au Québec. On termine avec une petite conclusion. En tout temps, si vous avez des questions, gênez-vous pas, allez-y sur le chat. Nicolas va me flaguer, on va pouvoir y répondre à n'importe quel moment. L'objectif, ça va être de définir un peu c'est quoi le rôle et la mission d'urgence santé à Montréal à Laval, la limite du champ de pratique des paramédics en soins primaires et aussi en soins avancés, puis les tâches et responsabilités de chaque intervenant de la chaîne d'intervention préhospitalière. Donc, la mission d'urgence santé, assurer à la population du territoire, c'est-à-dire Montréal et Laval, des services préhospitaliers d'urgence de qualité, efficaces et appropriés afin de réduire la mortalité et la morbidité associés aux conditions médicales urgentes de la clientèle. Ça inclut tous les résidents et tous les gens aussi qui viennent visiter les deux îles. Je vais en faire sur l'élément urgent. Oui, notre formation comme paramédic, les outils qu'on a, principalement, c'est pour faire d'urgence. Par contre, il y a aussi des appels non urgents. Des fois, quand les personnes ont de la difficulté à se déplacer, qu'on va venir prendre le relais aussi. C'est Urgence Santé qui a la responsabilité sur le territoire de planifier tous les éléments en lien avec la chaîne d'intervention préhospitalière, de coordonner et d'évaluer aussi les nécessités. Le territoire, j'en parlais, c'est un 744 km², 2,5 millions de population, plus les visiteurs qui vont rentrer et sortir de l'île à tous les jours, les travailleurs. À Urgence Santé, on a un centre de communication santé qui est aussi très proche du quartier général, à l'intérieur même du quartier général. 3 centres opérationnels, un à la Ville-de-la-Salle, un à Laval et un à Saint-Léonard. Même un deuxième centre de communication santé dans les situations particulières qu'on va activer, comme présentement avec le COVID. Les différents maillons de la chaîne. Premier maillon, on va les décortiquer chacun ensemble. Premier maillon, c'est le secouriste, le premier intervenant. Vous, la population en général, vous êtes le premier maillon. C'est un peu votre semaine à vous aussi à ce moment-là. Le lien avec les services 911, les centres d'appel 911, notre centre de communication santé qu'on a ici à Urgence Santé, les premiers répondants. On va voir aussi les soins paramédicaux avec le transport ambulancier et au final, il faut apporter les patients à l'hôpital, donc les liens avec les différents hôpitaux du territoire. Premier maillon. On dit que la force d'une chaîne correspond au maillon le plus fragile. On pourrait dire que le secouriste, le premier répondant, le premier intervenant, c'est le maillon le plus fragile. Dans le sens que c'est celui que l'Urgence Santé a le moins de contrôle dessus, que ce soit au niveau de l'expérience d'exposition, de la formation. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser ça, pour renforcer ce maillon-là? Les services des communications offrent des formations héros-urbains. Assurément, avec la situation de COVID, il y a plus de formations qui se donnent présentement, mais je vous invite à aller voir sur le site d'Urgence Santé ou de communiquer avec le service des communications pour voir les prochaines formations éventuellement. Aujourd'hui, on va faire un petit bloc, comme Nicolas a présenté tout à l'heure, de héros urbains, où est-ce qu'on va vous apprendre le déblocage des voies respiratoires, le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur externe automatisé, la petite machine qui donne des chocs. Urgence Santé aussi favorise un programme d'accès à la défibrillation. À Laval, on a la chance d'avoir plusieurs véhicules de police qui sont équipés d'un défibrillateur externe automatisé. Et Urgence Santé va aussi au déploiement dans les lieux publics des défibrillateurs. Central 911. Quand vous faites le 911, ne parlez pas à un paramédic, ne parlez pas à un centre de communication santé, vous parlez avec une centrale primaire, un répartiteur qui, lui, va déterminer
le type d'urgence. On a 2 sur le territoire, une à Montréal, une à Laval. Fait que le rôle de la centrale 911 va être de répartir est-ce que l'appel nécessite l'ambulance, la police ou les pompiers. Lorsque c'est l'ambulance qui est le besoin, ben, l'appel 911 va être en quelques secondes transféré au centre de communication santé, fait que le prochain maillon de la chaîne. Le centre de communication santé, qu'on appelle, ça va sûrement nous sortir de la bouche, qu'on appelle le CCS, a 2 mandats. Le premier mandat est la prise d'appel et le deuxième, la répartition des ressources. Fait que pour la prise d'appel, quand vous appelez, il y a plusieurs questions bien spécifiques qui vont vous être posées pour prioriser votre appel. Donc, il y a des priorités 0, priorité 1, où est-ce que l'indice de mortalité est élevé, il y a des grosses chances de décès pour la personne. Après quelques questions, là, même si le questionnaire se poursuit, après quelques questions, l'ambulance va déjà être en direction, vous n'allez pas vous inquiéter. Des fois, on va même arriver sur les lieux, puis le questionnaire est encore en train de se faire, est encore en ligne avec le centre de communication santé qui va nous donner de l'information à nous dans l'ambulance. Puis on va arriver sur les lieux. Ils vont vous donner aussi des directives. Quand je parlais de priorité urgente, donc une priorité 0, un arrêt cardio-respiratoire, bien, ils vont vous guider à savoir comment faire du massage cardiaque. Même quelqu'un qui n'a jamais suivi de formation pourrait être à l'aise avec leur directive bien spécifique. Ils vont donner des indications aussi pour nous aider à se rendre sur l'appel. C'est quoi les étapes à faire avant l'arrivée des paramédics? Le CCS, je parlais de 2 mandats. Le deuxième, c'est la répartition. Donc, assurer le déploiement des véhicules afin de couvrir le mieux possible le territoire. S'il y a une section, exemple à Laval, il y a moins d'ambulances, il y en a plus de disponibles dans le centre-ville de Montréal, mais il y a les répartiteurs, le centre de communication santé, va s'occuper d'aviser les paramédics que certaines ambulances doivent se diriger dans un secteur qui a moins de ressources. Et finalement, ben, le répartiteur va aussi s'occuper d'affecter les ressources qui sont disponibles en fonction des priorités. S'il y a une priorité un peu moins urgente, puis une priorité plus urgente qui sort dans le même secteur, puis qu'il y a juste une ambulance de disponible, bien, c'est sûr qu'on va envoyer l'ambulance sur la priorité qui est plus élevée. En plus de ça, ils vont avoir à gérer nos périodes de repas, puis ils vont s'occuper aussi de nos fins de quart pour qu'on puisse retourner chez nous un jour. Les premiers répondants. Vous avez sûrement remarqué, quand vous faites le 911 à Montréal, les pompiers vont souvent se déplacer. Eux autres, les pompiers, le plus gros service qu'on a, c'est le service d'incendie de la Ville de Montréal, qui vont se déplacer sur les priorités 0, priorité 1. Pourquoi les premiers répondants? C'est pour diminuer notre temps de réponse. On va parler de l'incidence du temps de réponse, combien de temps ça prend avant que l'ambulance se rende sur les lieux de l'intervention, qu'est-ce que ça fait sur les chances de survie de quelqu'un un peu plus tard. D'autres services de premiers répondants qu'on a, ben, il y a Côte-Saint-Luc, une petite ville dans la ville, qui a un service bénévole aussi de premiers répondants. Puis à l'aéroport de Montréal, les pompiers de piste sont aussi formés comme PR. Le rôle, ben, c'est de stabiliser le patient. Donc, s'il y a des soins à donner, exemple, ils sont formés en réanimation, ils peuvent administrer aussi de l'épinéphrine pour les réactions allergiques. Ils vont pouvoir défibriller avec un défibrillateur externe automatisé et ils vont pouvoir aussi donner de l'analoxone pour les patients intoxiqués aux opioïdes, qui sont inconscients, qui ne respirent plus. On va pouvoir aussi ventiler ces patients. Quand on va arriver, bien, ils vont nous donner un rapport sommaire de l'état du patient, qu'est-ce que les autres ont fait pour que nous autres, on puisse avoir une prise en charge plus rapide. Et après ça, dépendant de qu'est-ce qu'il y a le patient, bien, ils vont être en support à nous. Donc, pour les garder, exemple, pour l'évacuation. Pour un patient qui est un peu plus lourd ou qui est dans des étages plus élevés puis qu'on a à travailler fort pour faire l'évacuation, ou même on pourrait nous accompagner dans l'ambulance pour donner des soins. À Montréal, on a 2 niveaux de paramédics. Le prochain maillon, c'est nous, les intervenants. Des paramédics qui sont de soins primaires, des paramédics de soins avancés un peu plus disponibles. Je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Juste avant, je vais vous parler du dernier maillon, qui est les hôpitaux, les établissements receveurs. Sur le territoire, on a 18 centres hospitaliers, 3 qui sont spécialisés en psychiatrie, qui acceptent juste des patients avec des troubles de santé mentale, et 2 qui sont spécialisés en pédiatrie pour les enfants. Dans les 18, il y en a plein qui ont d'autres spécialités aussi, comme pour les AVC, les infarctus ou les traumas.
dans ces 18 centres hospitaliers-là, il y a 5 CIUS et un centre intégré de santé et services sociaux. Je reviens maintenant aux paramédics. Paramédic, oui, c'est dans une ambulance, mais à Urgence Santé, on peut avoir quelques autres fonctions aussi. Puis, je dirais Urgence Santé, mais dans le Québec au complet, on peut retrouver certaines tâches spécifiques aux paramédics. Donc, il y a des paramédics qui vont être maîtres de stage. C'est quoi leur mandat, leur tâche à eux? Ça va être d'encadrer des futurs paramédics, des étudiants, qui vont être comme troisième personne dans une ambulance pour répondre, avoir une exposition, répondre à des appels et intervenir. Donc, ils sont quand même très, très bien encadrés. Il y a des paramédics au soutien clinique. On a ça à Montréal, il y a ça dans la région de Chaudière-Appalaches aussi. C'est des paramédics qu'on peut rejoindre 24 heures sur 24. Fait que si je m'en vais sur un appel, que je suis un peu moins à l'aise, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, puis je me pose des questions sur mes protocoles, sur quels gestes critiques que je dois faire pour aider mon patient, mais je peux les contacter. Ils vont pouvoir me répondre instantanément. Ils ont plein d'autres mandats aussi. Là. Ils vont s'occuper des refus à risque et d'autres éléments. Paramédic instructeur, ben, comme moi et Nicolas, on s'occupe de la formation continue des paramédics qui sont déjà sur la route. On est un peu un support aussi avec eux autres. Présentement, avec la situation de COVID, il y a plus grande formation, fait qu'on est en support directement avec eux sur le terrain. Ensuite de ça, à Urgence Santé, on a aussi l'unité du soutien opérationnel. Il y en existe quelques-unes aussi au travers de la province. Le nom dit un petit peu, c'est un soutien aux opérations, fait qu'ils vont nous aider dans des situations qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc, on arrive et l'évacuation semble très, très difficile. Un patient bariatrique qui est très, très lourd, ils ont des outils spécialisés que nous, on n'a pas nécessairement dans l'ambulance. Si on est, exemple, sur une structure instable, un balcon extérieur on voit que ça tremble un petit peu, qui ne sera pas capable de supporter le poids du patient et des deux paramédics. Les autres ont l'équipement pour le renforcer. Ils ont des rampes. Ils vont pouvoir nous aider pour crocheter des serrures. Si on arrive, le patient est au sol, on est capable de communiquer avec au travers de la porte, mais on ne veut pas la défoncer, ou ça peut être difficile de défoncer la porte. Bien, ils vont pouvoir nous donner un coup de main. D'autres évacuations qui peuvent être un peu plus difficiles, comme à l'aéroport, dans certains avions, ça peut être plutôt difficile, plutôt exigu de sortir un patient. Encore là, eux autres disposent de cette expertise-là et d'équipements supplémentaires. L'autre groupe, c'est le groupe d'intervention médicale tactique, le GIMT. Encore là, le nom il parle beaucoup. C'est un groupe tactique, fait ils ont des formations eux aussi et de l'équipement plus spécifique. Ils vont agir, c'est bonne interopérabilité, ils vont interagir avec les services d'incendie pour un support au niveau des sauvetages en espace clos, sauvetage en hauteur. Ils vont faire beaucoup d'interventions aussi avec les différents corps de police, la police de Laval, la police de Montréal, mais aussi la Sûreté du Québec. Donc, un patient qui est barricadé, des émeutes, ils vont être déployés en support avec la police. Ensuite de ça, finalement, l'unité de réponse à la communauté. Initialement, c'était une équipe qui a été fondée dans une situation qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui, mais qui n'a pas touché le Québec ni le Canada, qui était Ebola. C'est une équipe qui a été formée, équipée aussi pour avoir des équipements de protection individuelle pour certaines maladies. Leur champ d'action s'est élargi au travers du temps. C'est encore une très bonne équipe de référence dans la situation actuelle avec le COVID-19. Ils sont aussi appelés à intervenir dans le métro. Il y a un paramédic à la station Berry-UQAM qui va pouvoir répondre à des appels. Il est seul, il va agir avec la sécurité du métro. Puis on a une équipe aussi à vélo à l'aéroport de Montréal. Ces deux affectations-là, c'est des paramédics de l'unité de réponse à la communauté qui vont les faire. Ils n'ont pas été très, très actifs cette année au niveau des inondations, mais l'année passée, ils ont aussi été déployés pour avoir une meilleure réponse à la communauté. Et finalement, une autre équipe de paramédics qu'on a, c'est les paramédics en soins avancés. Ces paramédics-là ne font pas de transport. C'est une équipe qui est dans un véhicule de réponse rapide, un petit VUS, qui vont venir complémenter le champ d'action des paramédics soins primaires. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on va faire, où est-ce que le paramédic soins primaires est limité, puis que le soin avancé peut faire quelques gestes de plus, pas juste quelques, plusieurs gestes de plus, et plus l'administration de certains médicaments de plus que le paramédic soins primaires. Il va être affecté sur ce type d'appel-là. Il va embarquer aussi avec nous dans l'ambulance jusqu'au centre hospitalier.
Je parlais de formation. Fait que paramédic, dépendant de l'âge que vous avez, c'est un travail qui est quand même assez jeune. Fait que dans les années 70, 75, c'est des formations qui étaient très, très courtes. On parle d'une quinzaine d'heures de formation. Ça se résumait à qu'est-ce capable de chauffer un char rapidement, puis de mettre est-ce que tu es assez fort pour soulever la civière puis le patient. Après ça, on évolue un petit peu, on a rajouté la couverture puis de l'oxygène au niveau des patients. 1985, formation augmente un peu plus. Avant ça, il y avait la formation en réanimation cardio-respiratoire, des formations comme ça. 1988, là, il y a eu une grosse augmentation en termes de quantité d'heures de formation. C'est en 1993 et 1994 que le diplôme d'études collégiales, qui était une formation d'environ 1 an, une dizaine de mois, là, plus les congés et tout, d'environ 1 an. Cette formation-là n'existe plus. Maintenant, les paramédics, c'est une formation en soins préhospitaliers d'urgence qui est donnée au Cégep depuis 2006, qui est une formation de 3 ans. Une formation aussi longue que celle d'un policier ou d'une infirmière. Il y a quelques années, au Québec, on avait seulement des paramédics, seulement, c'est pas le bon terme, on avait des paramédics de soins primaires. Depuis 2001, il y a eu une première cohorte qui est un projet pilote de soins avancés. Avec des soins avancés, j'ai fait allusion un peu tout à l'heure. C'est quoi? C'est des paramédics qui ont un champ de pratique un peu plus élargi. Il y a quelques actions, quelques tâches de plus qu'ils peuvent faire et ils ont aussi, surtout, plusieurs autres médicaments qu'ils vont pouvoir administrer. Ils ont atteint toute leur autonomie en 2014. C'était en 2015-2016 que les premières cohortes ont commencé pour la majeure à l'Université de Montréal, une formation de 2 ans. Ça prend quelques années d'expérience sur la route comme paramédic soins primaires avant de pouvoir faire sa formation de soins avancés. Je parlais de champ de pratique. C'est un champ de pratique qui est spécifique aux urgences. Donc, notre formation, c'est vraiment pour des arrêts cardio-respiratoires, des détresses respiratoires, des suspicions d'infarctus, de problèmes cardiaques, des gros traumas ou des traumas. On est un peu un petit couteau suisse. On se connaît dans plein de choses. On va faire aussi des interventions dans les situations où est-ce que l'environnement peut amener des problèmes. J'ai parlé un peu des cas médicaux. On va faire de l'obstétrique aussi, des accouchements, s'occuper de soins aux nouveau-nés. On fait de la pédiatrie, puis la majorité de notre clientèle, c'est des personnes âgées, de la gériatrie. On va s'occuper aussi de... il y a un gros volet de nos interventions qui est le psychosocial, tout ce qui est psychiatrie et un peu de médico-légal. Nick, peux-tu nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans nos trousses d'intervention? Je parlais de champ de pratique. Je vais couper le son. Moi, je n'avais pas sur le chat de questions en lien. Il y avait déjà des questions qui ont été posées, mais ce n'était pas en lien avec la chaîne. J'ai déjà précisé qu'on va ramener ça après la chaîne d'intervention. Super, c'est des belles questions qui pop à date. C'est le fun, continuez comme ça. On les lit. J'ai répondu déjà à certains d'entre vous. Continuez dans cette lignée-là. On est là pour ça. Okay? Merci. Merci, Eric. Donc, je pense que de toute la formation, j'ai la plus belle job en ce moment, c'est de vous présenter les jouets avec lesquels on dit des jouets, là, mais on s'entend que c'est des pièces d'équipement qui sont utilisées sur nos patients. Mais c'est vraiment notre business à nous autres, c'est nos équipements de travail. Fait que je vous présente ça sans plus tarder. Encore là, tantôt je vous ai dit, on ne veut pas aller dans la finalité de chacun de ces petits gestes-là. Je vous présente l'entièreté, la grande partie des gestes qu'on pose pour le patient. Puis dans le fond, on va s'enligner vers en quoi ils servent grossièrement. Mais je ne veux pas rentrer trop dans la subtilité non plus. Donc, je peux commencer. Tout d'abord, on donne des médicaments. Je vous ai préparé une petite trousse de j'ai pris une trousse de médicaments qu'on a. Dans cette trousse de médicaments-là, on a 6 médicaments qu'on peut donner chez les patients, dont un qu'on peut donner dans deux situations différentes. On
parle de la nitroglycérine. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, on a l'épinéphrine, qui est aussi connue au niveau grand public là, comme étant l'épipène. Donc, la fameuse épipène, de la manière que nous, on va la préparer, c'est vraiment une petite fiole. On va préparer avec une seringue qu'on va pouvoir administrer intramusculaire. Donc, c'est vraiment cette petite fiole-là. C'est l'épipène, c'est exactement la même équivalence. Dans le fond, l'épipène, c'est la même chose. L'épinéphrine, c'est exactement le même médicament qui se retrouve à l'intérieur. Vous êtes habitué de voir ça là, dans les médias, ou peut-être que vous en avez une vous-même à la maison pour aller s'administrer au niveau de la cuisse. Donc, celle-ci est une démonstration, soit dit en passant. Donc, nous autres, c'est vraiment l'épinéphrine. On va aller l'administrer dans un contexte là, où on suspecte un cas d'anaphylaxie. Ensuite de ça, dans les autres médicaments qu'on a, évidemment, on a la nitro et l'aspirine. Donc, on a des comprimés d'aspirine, on a de la nitro qu'on donne sous la langue, qu'on appelle sublingual. Donc, les deux sont conjointement donnés, règle générale, conjointement donnés, pour la douleur thoracique qui serait d'une origine soit de l'angine ou la fameuse infarctus, donc la crise cardiaque. C'est dans ces contextes-là à laquelle on va donner ces médicaments-là pour aider à soulager les symptômes. Donc, nitro-aspirine, je vous ai parlé de la nitro. La nitro peut être également aussi donnée dans un contexte où est-ce que les gens vont faire des difficultés à respirer qui est occasionnée à cause du cœur. Donc, ce qu'on appelle une détresse respiratoire d'origine cardiaque probable. Donc, dans ce contexte-là, on peut diminuer la charge, dans le fond, qui est au niveau des liquides, au niveau des poumons, puis de permettre à ce que la personne, dans le fond, puisse respirer mieux. Donc, c'est dans un contexte de difficulté à respirer. Ensuite de ça, ben, tant qu'à être dans la difficulté à respirer, donc les gens là, qui vont faire des maladies pulmonaires obstructives chroniques ou de l'asthme, les gens où est-ce que les voies respiratoires vont se refermer, se rétrécir, on a le Ventolin, le salbutamol en fait. Dans le fond, le salbutamol est donné dans un contexte justement où on veut réouvrir les voies respiratoires puis diminuer la difficulté à respirer. C'est un médicament qui est vraiment bien efficace, comme l'ensemble des médicaments qu'on utilise aussi. Ensuite de ça, on a le glucagon. Le glucagon, c'est un médicament qui est donné dans un contexte d'hypoglycémie. Donc, les gens, où leur niveau de sucre sanguin va descendre trop bas, on peut, dans un contexte où, admettons, exemple, la personne n'est pas en mesure de manger une solution sucrée par elle-même, ou si, mettons, le fait d'en avoir mangé, l'absorption n'est pas efficace, n'arrive pas à refaire gagner un niveau de sucre sanguin adéquat, bien, on va pouvoir, dans ces contextes-là, donner du glucagon, qui est une hormone qui est sécrétée normalement par le corps humain pour aller libérer, dans le fond, nos réserves de sucre qui sont déjà à l'intérieur du corps. Donc, on a le glucagon pour les contextes d'hypoglycémie. Ensuite de ça, on a aussi le petit dernier arrivé dans la famille. Le petit dernier, ce n'est pas un nouveau médicament, il commence déjà à dater de quelques années en arrière, c'est l'analoxone. L'analoxone que vous avez probablement entendu beaucoup dans les médias, télévision, radio, on en parle énormément, peut-être moins depuis la pandémie, mais d'avant la pandémie, on en entendait beaucoup parler. C'est dans les contextes de surdosage aux opioïdes. Que ce soit dans un contexte médicamenteux d'un traitement aux opioïdes ou dans un contexte plus récréatif ou de consommation de drogue. Dans ces deux contextes-là, si jamais il y a un surdosage qui est fait, que la personne, le patient, diminue sa vitesse de respiration ou qui arrête de respirer complètement, ce médicament-là est là pour contrer les effets de l'opioïde et de permettre à la personne de recommencer à respirer par elle-même. C'est entre autres l'effet qu'on recherche de ce médicament. Ça, c'est en gros, c'est les outils qu'on a dans l'administration de médicaments. On a plusieurs accès comme paramédic dans les voies d'administration. On a parlé tantôt de la nitroglycérine sublinguale, l'aspirine, c'est par la bouche, donc on doit mâcher, avaler par la suite. On a accès à l'intranasal avec l'analoxone, par exemple. Intramusculaire, okay, vous ne soyez pas surpris, auparavant, là, vous voyez souvent qu'on donnait dans l'épaule. La plupart des médicaments, c'est privilégié qu'on ait donné dans la cuisse. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit qu'on a là, pour donner nos médicaments intramusculaires. Donc, que ce soit le glucagon, que ce soit l'épinéphrine, et même l'analoxone qu'on a intranasal, on peut aussi la donner intramusculaire. C'est des exemples qu'on a. Et on a inhalation avec le Ventolin, où est-ce qu'on va mettre un masque qui va faire une brumisation, donc des petites vapeurs du médicament que les gens vont pouvoir respirer, qui est un peu l'équivalent de ce que les gens ont quand ils utilisent l'aérochambre à la maison, mais c'est un peu plus efficace avec l'espèce d'effet de brumisation, de vaporisation.
C'est des outils qu'on a pour traiter les patients avec médication. Ensuite de ça, ce qu'on a à l'intérieur de la grande trousse. Donc, beaucoup d'outils. Dans cette grande trousse-là, on retrouve beaucoup d'outils pour gérer nos appels en arrêt cardio-respiratoire, arrêt respiratoire, assistance respiratoire. C'est beaucoup d'outils là-dedans qui sont en lien avec ça. Comme je disais tantôt, dans l'ordre ou dans le désordre, on a une succion fonctionnelle qui va nous permettre d'aller, dans le fond, un patient qui vomit des liquides biologiques au niveau des voies respiratoires, par exemple, on va pouvoir aller suctionner. Des gens qui ont des trachéos, c'est un autre exemple qu'on peut donner, on peut aller suctionner aussi à cet endroit-là. Des outils, ballons ventilatoires, on a différents types de masques pour pouvoir ventiler un patient. On a aussi des outils pour nous aider dans la ventilation, pour aider la respiration des patients. Par exemple, on a deux outils. On a l'oscillateur. L'avantage de cet outil-là, c'est que on peut le mettre en mode automatique dans certains contextes et où est-ce que les ventilations vont se faire de façon autonome. Dans ce contexte-là, l'avantage que ça a, c'est que ça nous libère les mains au niveau de la ventilation pour pouvoir peut-être faire d'autres gestes en entour. Et le deuxième choix, le deuxième outil qu'on a, c'est le CPAP. Donc, le fameux CPAP qu'on va mettre avec un masque de ventilation et qui va vraiment aider la respiration, les gens à mieux respirer. C'est des outils qu'on a pour la respiration. Sinon, on a aussi des canules nasopharyngées, oropharyngées. En fait, ni plus ni moins, quand une personne tombe inconsciente ou proche de l'inconscience, souvent, ce qui va obstruer les voies respiratoires, c'est l'affaissement de la langue. Donc, ces outils-là vont venir aider à ouvrir, dans le fond, les voies respiratoires, laisser passer plus d'air et passer sous la langue pour nous permettre de bien ventiler le patient. Donc, c'est des outils aussi qu'on a à l'intérieur. Je vous ai gardé peut-être le meilleur pour la fin, c'est le combitube. Le combitube, je dis combitube, c'est une déformation professionnelle, je vous dirais, parce que c'est un nom de compagnie, c'est comme si je vous dirais Kleenex ou Frigidaire. Donc, ni plus ni moins, c'est une sonde à laquelle on va pouvoir utiliser pour venir protéger, sécuriser nos voies respiratoires. Dans le fond, c'est une sonde, ça a l'air très gros, mais ça rentre dans une gorge. Okay? Donc, on va vraiment l'insérer par la bouche. Et à l'intérieur, du moment où c'est inséré à l'intérieur, on a deux ballonnets qu'on vient gonfler. Et par la suite, avec le choix qu'on va faire de la ventilation dans un des deux tuyaux, on va pouvoir, quand on va donner les ventilations, de cette façon-là, s'assurer à ce que les ventilations, en fond, toute l'air est dirigé vers les poumons. Dans le sens, on s'assure de ça avec cette façon-là. C'est des outils qui existent plus qu'une grandeur. En fait, dans notre trousse, on a deux grandeurs de combitube, encore une fois, mais de sonde, en fait, pour pouvoir s'ajuster sur différentes grandeurs de patients. En gros, c'est pas mal ça qu'on trouve dans notre trousse principale, des équipements de protection individuelle, des outils dans notre évaluation pour la pression, des ciseaux, des équipements pour tout ce qui est blessure plus mineure. On a plein de petites choses comme ça. Sinon, la bonbonne, ça, en passant, ces trois pièces d'équipement-là vont être amenées sur l'ensemble des interventions qu'on fait. Quand on arrive au domicile, souvent, on a une idée vers quoi qu'on se dirige, mais on n'a jamais 100% tous les détails. Donc, on arrive toujours avec ça à l'intérieur. Sur l'oxygène, évidemment, on a différents types de masques de canules pour donner un niveau de litrage d'oxygène qui va correspondre aux patients qu'on a. Ça, c'est pour l'oxygène. Ensuite de ça, on a notre moniteur défibrillateur semi-automatique, communément appelé MDSA. Donc, le moniteur, peut-être certains d'entre vous avez vu dans différents endroits, des arénas, des lieux publics, les espaces gouvernementaux, les gens ont des DEA. Plus tard, dans la formation qu'on donne, on va parler, entre autres, on parlait du héros urbain, on va reparler du DEA. En fait, notre MDSA, nous, c'est comme une version plus technologique avec plus d'options que le DEA. Quand on parle de plus d'options, évidemment, ça nous permet de faire un monitorage cardiaque, d'aller voir l'activité électrique du cœur,
Ça nous permet aussi de prendre les signes vitaux. On parle ici de la pression, le niveau de sang, d'oxygène dans le sang, le niveau de CO2 expiré, par exemple, la fréquence cardiaque, elle est monitorisée aussi. Avec ça aussi, on peut envoyer avec cette machine-là des électrocardiogrammes qu'on a fait, exemple, qu'on suspecte quelqu'un qui a un infarctus, on peut l'envoyer directement à l'hôpital, l'électrocardiogramme. C'est plein de petits outils de gadgets super intéressants pour l'intervention qui va nous permettre de nous orienter, soit dans notre évaluation, dans un choix d'hôpital ou donner les meilleurs soins pour le patient. Fait que dans la globalité, c'est un peu à quoi ça ressemble, dans le fond, les outils qu'on a à notre disposition pour donner les soins aux patients. Okay. Merci. On va limiter le temps qu'on tasse la table. Good. Ça conclut un peu ce qu'on voulait vous parler au niveau de la chaîne d'intervention préhospitalière. Il y a Michael qui avait une question. Pourquoi les soins avancés ne sont pas jumelés avec des soins primaires dans le même véhicule comme dans les autres provinces? Super bonne question. Deux raisons. On voit la tête au complet. Très, très bonne question. Initialement, la Direction médicale nationale, le regroupement de médecins qui nous chapeaute, a décidé de faire des services préhospitaliers québécois, un service de soins primaires, mais quand même assez évolué. On fait beaucoup d'actions, beaucoup de tâches que des soins primaires dans d'autres provinces ne font pas nécessairement. Ensuite de ça, actuellement, les soins avancés, j'ai dit, c'est principalement à Montréal, dans les véhicules de réponse rapide. Pourquoi? Une des plus grandes raisons, c'est pour favoriser leur exposition. Des tâches qu'on fait, exemple, pour un paralytique de soins primaires, un arrêt cardio-respiratoire, dans une année, je vais peut-être en faire 3 ou 4. Pas plus que ça. Un soin avancé, si dans son année, il a la même exposition que moi, il ne sera pas nécessairement bon dans ces techniques qui sont très, très pointues. Donc, en étant dans des véhicules de réponse rapide, puis en complément avec les soins primaires, le soin avancé va avoir une plus grande exposition, pratiquer plus ces techniques, puis il offre quand même un bon service à toute la population. Il y a le soin primaire qui va arriver, on va commencer nos protocoles, nos actions, on est capable de tout faire sans le soin avancé. Le soin avancé, c'est un service de plus qui vient donner souvent qui va apporter des soins qui seraient donnés à l'hôpital directement chez le patient. J'espère que ça répond un petit peu à ta question, pourquoi c'est comme ça actuellement. C'est juste des modèles différents qui ont été choisis. As-tu d'autres points à dire? Good. C'est ce qui disait, ce qui conclut. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions par rapport à la chaîne d'intervention avant qu'on tombe sur un exemple de tel type de cadre de travail typique? Je répondrai à la première question. On dit qu'on était là. Mais on a. Excusez-moi. Je ne veux pas me tromper. C'est Maëlie qui me demandait comment on fait comme paramédic pour gérer, je vais me présenter à la caméra, comment on fait comme paramédic pour gérer le stress? C'est une question piège. Okay? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'aimerais dire que la plupart des paramédics, on a déjà un peu ça qui est intuitif, la capacité de gérer du stress. Je vous dirais qu'il y a des paramédics qui font ça pendant des années. On a des paramédics qui sont, je dirais, malchanceux, ou je ne sais pas trop comment l'exprimer. En fait, ils sont davantage exposés. Il y a des gens là, qui sont gros appels par-dessus gros appels. Des fois, ça peut les saturer. Des fois, il y en a qui vivent super bien là-dedans. Il y a quelque chose d'intrinsèque en dedans de nous. C'est quelque chose qui est individuel. On n'apprend pas à gérer le stress de façon... C'est pas un apprentissage qu'on peut faire à l'école. C'est des techniques qu'on développe avec le temps. Il y a des gens qui disent, avec les années, l'exposition, on se fait davantage exposer à des situations, on va dire, stressantes, qui sont intenses, davantage que n'importe qui d'autre pourrait le vivre je dirais quasiment dans le monde. Okay? C'est une réalité. On a les médecins, on a d'autres services d'urgence, mais on a vraiment cette réalité-là. Je voulais mentionner quelque chose. Oui, vas-y. Tu disais que c'est pas quelque chose qui s'apprend, mais on a quand même des outils. Oui. Donc, dans la formation initiale, on parle beaucoup du stress post-traumatique.
on va essayer de démystifier ça avec les étudiants, les futurs paramédics. Faire tomber les barrières, les stéréotypes. En entreprise, même chose. On a des formations continues qui vont inclure ces volets-là au niveau de la santé mentale. Je ne vous cacherai pas que la job de paramédic, ce n'est pas donné à tout le monde, au même titre que moi, je ne fais pas une job de bureau nécessairement à longueur de journée. Fait que c'est un type d'emploi spécifique qui demande certaines aptitudes. Mais c'est arrivé à tous les paramédics d'arriver un soir chez eux, de ne pas bien filer, de pleurer un petit peu, puis de se coucher avec le cœur gros, suite à des interventions plus difficiles. Une gestion de stress aigu comme ça nous arrive tous. On a d'autres outils aussi en entreprise. Je ne sais pas si tu veux parler des pères aidants. C'est vers là que je m'enlignais un petit peu. Merci, Eric. C'est pas quelque chose que c'est pas en théorie que ça s'apprend à gérer un stress sur un appel. On est beaucoup aussi, les techniques, notre façon de faire, nos protocoles nous aident durant l'intervention, mais c'est souvent après-intervention, c'est là que la gestion de stress embarque, on va dire comme ça, quand on va devenir plus proche de nos émotions. Eric l'abordait, là. On a la notion de l'implantation des pères aidants. On a une psychologue qui nous accompagne à Urgence Santé. On a des supports qui sont faits. On a de la formation. Eric et moi, on a eu la chance de donner plusieurs formations récentes où est-ce qu'à la fin d'une formation, sur des maintiens de compétences, sur des nouveaux outils de travail, où est-ce qu'on finissait cette formation-là avec une capsule en lien justement avec le stress post-traumatique, le stress aigu, comment se développer au travers de tout ça. Fait que on peut se développer. C'est pas juste de la théorie, c'est pas facile, c'est pas tout le monde. On peut bien vivre longtemps avec le travail qu'on fait et du jour au lendemain, il y a une intervention qui vient davantage nous chercher. Je pense qu'on est unanime souvent quand on parle des jeunes enfants, ça vient davantage toucher les paramédics. Avec ce genre de situation-là, on n'est jamais exempt. On ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber comme appel. On ne sait pas à quel point ça va pouvoir nous affecter ou pas nous affecter. Fait que c'est du cas par cas, c'est appel par appel. Fait qu'il n'y a pas c'est pour ça que j'ai commencé la réponse en disant c'est un peu une question piège parce que il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de façon parfaite d'intervenir ou de gérer le stress dans cette intervention. Merci. Tu liras la question de Dani. Moi, je vais lire la question de Brandon. Brandon, il nous dit, avec le retrait des premiers répondants, est-ce que vous passez plus de temps sur les lieux d'intervention ou les secondes comptes? On ne passera pas nécessairement plus de temps. Je regardais justement les statistiques. L'année passée, on avait un temps-réponse systémique, donc que ce soit l'ambulance ou le premier répondant, ça prenait en moyenne pour les priorités 0 et les priorités 1, 6 minutes 92 secondes. Mettons 7 minutes avant qu'on arrive sur les lieux. Le fait qu'il n'y ait plus de premier répondant, Urgence Santé a pallié à ce manque-là en maximisant les horaires puis la répartition des ressources. Fait on n'a jamais été aussi souvent sur des points d'attente. Donc, être assis dans l'ambulance à attendre d'avoir un appel, depuis que la pandémie, ça arrive plus souvent parce qu'il y a plus d'ambulances qu'il n'aurait normalement. Donc, les absences sont vraiment maximisées. Donc, ça apporte quelques secondes de plus, assurément, au niveau du temps-réponse. Sur les lieux, on est quand même bien supporté par les soins avancés. On peut demander d'autres ressources ambulancières. Puis, il y a bien des appels qu'on peut gérer simplement à 2 paramédics. Donc, le temps sur les lieux, celui-là, il n'est pas grandement allongé. Quand on parle d'un arrêt cardio-respiratoire, qu'on soit 2, 4 ou 6, on a au moins 12 minutes à faire ces lieux pour donner les bons soins aux patients. Je parlais anciennement, les paramédics, c'est des formations de 15 heures, de 120 heures, où est-ce que c'était du load and go. Fait qu'il fallait, les formations étaient limitées, l'équipement était limité, fait qu'on embarque le patient au garage à la civière, puis on s'en va le plus vite possible à l'hôpital. Maintenant, c'est plus ça. On va faire des traitements sur les lieux si c'est nécessaire. Stintler, rester et jouer avec le patient, c'est pas vraiment le bon terme, là, mais c'est vraiment donner les soins qu'il a besoin sur place, le stabiliser avant de commencer le transport. Question d'Annie. Oui, question d'Annie qui nous demandait, en fait, si je comprends bien la question, s'il y a quoi, elle pourra l'écrire davantage. Mais si je comprends bien sa question, c'est qu'elle demandait
avec un patient qui est un petit peu en altération de l'état de conscience. Il est recommandé de mettre un masque chirurgical à ce patient-là parce qu'il pourrait avoir des substances, il pourrait, avec la pandémie, entre autres, c'est une réalité. Dans le fond, de pouvoir lui mettre un masque, de le mettre en position latérale de sécurité. On sait que si c'est un patient qui aurait eu des consommations, la question est aussi en lien avec ça, qui a eu des possibilités de vomissure. Est-ce que c'est sécuritaire ou non de mettre un masque chirurgical? C'est sûr, on va y revenir encore plus clairement dans la section pandémie. Excellent, parfait. C'est ça, c'est une bonne question. Good. Luc, comment voyez-vous l'avenir de la profession? Ça va parler. On vient d'avoir une discussion justement avec les membres de la Corporation des paramédics du Québec. Luc, dans le fond, ce que tu apportes un petit peu, c'est qu'actuellement, on n'est pas des professionnels, les paramédics. Pourquoi je dis qu'on n'est pas des professionnels? On est très professionnels dans les actes, les gestes qu'on pose, notre code d'éthique de savoir-être, mais on est des professionnels dans le sens légal. On n'a pas je cherche le terme, d'ordre professionnel. Merci. Donc, on travaille globalement comme tous ensemble pour développer cet ordre professionnel-là. Il y a des gens qui travaillent de façon acharnée là-dessus. L'avenir de la profession, c'est sûr, je la vois avec une professionnalisation qui va nous permettre plus d'actes puis aussi de prendre peut-être un petit peu plus de décisions. On va reparler justement avec les météorialités de paramédic, à quoi qu'on est limité ou l'évaluation du patient versus l'appréciation. On va y revenir, ça aussi, c'est une autre question. Ça clôt peut-être les questions, je crois. Est-ce que tu veux qu'on starte le corps type? Oui! Tu vois-tu bien? Oui. On s'est pris des petites notes là, pour être sûr aussi. Ouais. Donc, ça, c'est une question qu'on se fait régulièrement poser comme question. C'est quoi un corps type? Ça ressemble à quoi être un paramédic au jour le jour, dans le quotidien? Donc, tantôt, Éric vous parlait dans la chaîne d'intervention qui a 3 centres opérationnels. Fait que pour nous autres, à Urgence Santé, la manière que ça fonctionne, un corps type, évidemment, quand je débute un corps de travail, je vais me présenter dans un centre opérationnel qui m'est attitré. Donc, à ce moment-là, c'est à cet endroit-là que je vais. C'est là-dedans que je vais retrouver mon ambulance, que je vais prendre en possession mes médicaments que je vais donner. Oui, Eric, je vais en parler. Je pensais que tu dirigeais, excusez-moi. Donc, de l'ambulance, c'est là que je vais prendre mes médicaments, c'est là que je vais prendre le téléphone véhiculaire, c'est là que je vais prendre toute ma documentation pour pouvoir partir de l'ensemble de mon corps de travail. Ce qui est particulier sur l'ambulance, dans le fond, quand je dis que je prends possession de mon ambulance, ça, je sais que c'est une particularité à Urgence Santé. On a vraiment une équipe qui va faire la remise en service pour nous de nos véhicules ambulanciers. En ce moment, au niveau de la pandémie, les équipements dans nos ambulances se font changer à peu près à tous les jours. Ils vont le mieux, évidemment. On se comprend là-dessus. Fait que, ils font un job en or, ils nous remettent l'ambulance, ils nous font notre inspection, autant externe, autant interne, les compartiments, ils s'assurent que tous les équipements que le paramédic va avoir besoin pour l'intervention, pour le patient, vont être à notre disponibilité. Fait que c'est vraiment une équipe vraiment, je dirais, d'experts qui vont faire que ça, notre remise en service, pour que tout soit conforme quand on prend possession de notre ambulance. Bon, donc c'est ça. J'arrive sur place, je prends possession de l'ensemble de ce que j'ai besoin et ensuite de ça, quand je rentre dans mon ambulance, on est assisté par ordinateur, donc j'ouvre mon ordinateur et je vais me connecter pour me rendre disponible aux gens qui font la répartition. Ensuite de ça, quand je me mets disponible, à ce moment-là, tout est possible. Okay? On ne sait jamais vers quoi on va se diriger par la suite. Du moment où on est disponible, le volume d'appels à Urgence Santé est assez élevé qui fait en sorte que, règle générale, dès ma mise en disponibilité au début de mon quart de travail, on reçoit un appel. C'est comme ça, c'est une réalité qui est très métropolitaine. Donc, le volume d'appels est très nombreux. Ça pourrait être autre chose. Je pourrais me faire diriger vers un point d'attente. Je pourrais me faire diriger vers d'autres choses. Ça pourrait être, exemple, peut-être déjà une équipe qui serait
sur un appel et je serais déjà appelé à intervenir pour les accompagner pour, mettons, exemple, un patient bariatrique où il y a besoin de support sur cette équipe. Fait que, du moment où je me mets disponible en début de corps de travail, tout est possible. Ensuite de ça, ben, avec ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que peut-être ça se peut que vous voyez des ambulances sur qu'on appelle des stand-by ou des coins de rue. Souvent, on va choisir un endroit qui sont déjà préétablis selon la gestion des ressources, là, comment ils vont disposer les ambulances pour couvrir le plus grand territoire possible, parce qu'on couvre quand même Montréal et Laval. Donc, souvent, on va être dans un coin qui va offrir des commodités. C'est très difficile dans le contexte pandémie. On cherche normalement, nos besoins. Normalement, là, où on peut au moins s'hydrater, avoir une accessibilité à une toilette, des choses comme ça. Fait que oui, les Tim Hortons, oui, les épiceries, les dépanneurs, les choses comme ça, c'est souvent là que vous allez le voir. Mais on parlait qu'il y a un haut volume d'appels à Montréal. C'est ce qui nous amène à dire que, règle générale, souvent, quand vous voyez un véhicule ambulancier stationné, c'est souvent lors de la pause des repas. On a cette chance à Montréal. C'est une de nos réalités qu'on a. Du moment où on est en pause repas, on n'a pas d'appel qui nous est affectable. Fait qu'on a la chance pendant cette période de temps de repas-là, au moins de se restaurer adéquatement. Ensuite de ça, ben, au travers de ça, comme je disais tantôt, on est assisté par répartition par ordinateur. Donc, à ce moment-là, ben, avec la répartition, ben, on se communique en live, en direct, soit l'affectation des points d'attente, soit l'affectation d'un appel. Si jamais on reçoit un appel, c'est vraiment avec la prise d'appel, les répartiteurs médicaux d'urgence, avec le code Classen, c'est un code qu'on utilise pour prioriser les appels. C'est avec toutes ces choses-là qui vont être faites. Qu'est-ce qui va avoir été dit au téléphone par la personne qui appelle au 911, qui va nous déterminer si on doit se diriger vers l'appel en mode urgent ou en mode non urgent. C'est vraiment la priorité d'appel qui vont déterminer ça. Donc, on se met avec sirène gyrophare ou non. On se déplace du moment où on reçoit l'appel, on va se mettre en direction du domicile ou de l'endroit de l'appel. Rendu sur place, notre priorité numéro 1 reste toujours la sécurité. Pourquoi je mets de l'emphase particulière aujourd'hui sur la notion de sécurité? C'est qu'on avait vu plusieurs questions qui avaient popé dans les dernières journées, dernières semaines, qui disaient qu'il y avait des gens, ça avait été médiatisé entre autres, comme de quoi que les paramédics s'étaient stationnés devant le domicile et qu'il y avait eu un délai avant qu'ils débarquent de l'ambulance. Avec l'arrivée de COVID-19, de cette pandémie, on doit prioriser notre sécurité comme toujours. Okay? Ça veut dire qu'on va faire une démonstration tantôt, mais ça veut dire qu'on doit mettre des équipements de protection individuelle supplémentaires à ce qu'on était habitué. Auparavant, l'approche qu'on avait, c'était on se présentait, on pouvait peut-être des fois garder une distance plus grande, le fameux 2 mètres de distance, et poser des questions s'il y avait des fièvres, toux, frissons, maux de gorge, des signes et symptômes d'allure grippale. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit dans la carte d'appel qui nous fait suspecter cette possibilité-là, on doit d'emblée rentrer avec tous les équipements. On parle de jaquettes, on parle de visières, on parle de nos nouveaux masques, les fameux P100, 3M. Fait que vous rajoutez des équipements, protection oculaire, gants, double gants, parfois même certains cas, triple gants. Fait que c'est des choses qu'on va vous en faire une démonstration, mais c'est vraiment la sécurité qui doit primer d'abord et avant. Ensuite de ça, ben, rendu sur place. Juste en même temps, parce que Valérie avait une question. Fait que tu parles de sécurité, je vais la glisser dedans. Est-ce que ça peut arriver que vous, les paramédics, vous blessez lors d'une intervention? Puis Michael, dans la même optique que Valérie, comment est-ce que les paramédics font pour minimiser les risques de blessures liées à la profession? Fait que oui, ça arrive, on est populaire au niveau de la santé et sécurité au travail. On ne travaille pas dans un environnement contrôlé. Fait que des marches, pas déneigées, un nid de poule, une plaque de glace, un patient, je ne sais pas pourquoi les patients sont tout le temps coincés quand ils sont inconscients entre le bain et la toilette. C'est des statistiques, là. Je ne vais pas faire d'études là-dessus. On se rend souvent forcé dans des façons qui, on sait qu'ils ne sont pas ergonomiques, qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. On a par contre beaucoup de formations en entreprise, ça fait même partie de la formation initiale dans les cégeps. Formation d'entreprise là-dessus, et aussi beaucoup d'équipements que l'employeur met à disposition, incluant la
formation avec l'équipement pour éviter toutes les blessures. Puis on a de moins en moins. Je voyais sur les bulletins qu'on a ici à la corporation que tout récemment, on avait baissé notre taux de blessures en lien avec la civière et les possibilités de renversement. Donc, il n'y a pas eu à ce temps-ci d'année. Oui, puis c'est ça. Puis la formation continue, on a beaucoup de choses en lien avec ça. Good. Donc, ben, je vais terminer rendu sur place. Fait que dans le fond, on parlait de la sécurité. Ensuite de ça, quand on va arriver au domicile, la première chose qu'on va faire, c'est l'examen primaire. Okay? Quand on parle d'examen primaire, ce qu'on veut déceler, c'est quelque chose qui se fait rapidement. On parle de quelques secondes, quelques minutes, gros maximum. Où est-ce qu'on va viser les choses qui vont sauver la vie dans l'immédiateté? Il y a quelque chose qui peut brimer la vie dans l'immédiateté. S'il n'y a rien à ce moment-là qu'on a décelé, on va tomber dans l'examen secondaire. C'est vraiment avec ça qu'on va pouvoir élargir l'évaluation, élargir le questionnaire et qu'on va peut-être trouver des choses qui vont influencer la survie ou les pathologies, les problèmes de santé du patient à moyen et long terme. Et avec ça, on va pouvoir les réorienter par la suite vers le choix, en fait, le CH approprié. Vous voulez parler des témoins? Oui. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes témoin d'un incident? Vous faites partie du premier maillon de la chaîne d'intervention, vous allez faire le 9-1. Après ça, vous allez peut-être faire des gestes immédiats qui vont vous être transmis par les RMU, les répondants médicaux d'urgence. Par exemple, faire du massage cardiaque. Et tout ce que vous faites, continuez à le faire quand on arrive. D'autres, on va pouvoir commencer à s'installer. Si vous êtes en train de faire du massage, le porte périsé pour vous dire si votre massage est de qualité, de le continuer. Ensuite de ça, une fois qu'on a pris en charge le patient, bien, restez pas loin. Souvent, on a besoin de vous. Que ce soit pour tasser les souliers dans les escaliers, déneiger dehors, vous aider à transporter du matériel, trouver des vêtements pour le patient, sa carte d'assurance maladie, ses médicaments. Puis, des fois, quand les gestes sont urgents, on va sauter un petit peu sur le patient pour faire des gestes critiques. Après ça, on va avoir besoin d'une petite histoire, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand vous restez pas loin, sans non plus embarquer par-dessus nous, quand vous restez pas loin, bien, vous servir du questionnaire pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va répondre aux autres questions dans quelques instants. Oui, dans quelques instants, tout à fait. Sinon, ben, du moment, quand notre évaluation sur place elle est complétée, on sait dans quoi qu'on s'embarque, on sait vers quoi qu'on doit se diriger, que ce soit les soins, les traitements, l'hôpital approprié. Après ça, on va initier l'évacuation. On a beaucoup d'outils d'évacuation, que ce soit la civière chaise, que ce soit la planche de salle, le matelas immobilisateur, dans des contextes de traumatisme. C'est des exemples. Après ça, du moment où on a évacué, qu'on se retrouve dans le véhicule ambulancier, c'est vraiment là qu'on va faire une évaluation qui va nous amener. L'évaluation pré-départ nous dirige davantage pour est-ce que je vais devoir me diriger vers l'hôpital en mode urgent ou non urgent. C'est vraiment l'état du patient, l'évaluation qu'on en a fait qui va nous amener à prendre cette décision-là. Tu sais, c'est pas le paramédic qui décide « Ah, aujourd'hui, je file pour rouler rapidement ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, c'est déjà préétabli. On doit suivre ces directives-là. C'est vraiment l'évaluation qui va nous amener à prendre cette décision-là dans le mode de transport qu'on va utiliser, urgent ou non. Ensuite de ça, bien, rendu à l'hôpital, où est-ce qu'ils vont prendre en charge? Bien, il y a le transfert d'informations, le transfert de la responsabilité. Donc, on va amener, généralement, la plupart du temps, ça se fait au triage à l'urgence avec une infirmière. Ça peut être dans la salle de réanimation, parfois même avec les médecins directement. Nous autres, on a la chance de l'ambulance de faire des téléphones directement à l'urgence. Ils savent parfois qu'on s'en vient avec la situation dans laquelle on approche. Donc, il va y avoir ces choses-là. Ensuite de ça, il va y avoir la passation, dans le fond, de toutes les informations qu'on a recueillies, que ce soit au domicile, en chemin, durant le transport, jusqu'à maintenant. L'évaluation du patient, puis après ça, du moment où la prise en charge de l'hôpital est faite, que le patient est transféré, que ce soit le lit d'hôpital ou parfois, des fois, même la salle d'attente. Après ça, bien, nous, on doit faire, les rapports d'intervention. Donc, on doit documenter l'ensemble de l'évaluation qui a été faite du patient, l'ensemble des gestes qui ont été posés. On a une documentation à remplir et aussi, on a toute la remise en service du véhicule et des outils qu'on s'est servi. Tantôt, je vous ai présenté différents outils. Si on fait, exemple, un arrêt cardio-respiratoire, j'ai utilisé mon ballon ventilatoire, j'ai utilisé ma sonde, j'ai utilisé des outils, peut-être la succion. Il faut remettre en service tout ça. C'est vraiment nous qui avons cette responsabilité-là entre les appels.
Good. Je réponds à quelques autres questions. Nos types de corps de travail, c'est nous autres qui choisissons une fois par année. On a l'option de retourner, de recommencer, de choisir nos types de corps de travail. On a des 8, des 10 ou des 12 heures, de jour, de soir ou de nuit. La majorité des paramédics qui ont un poste, fait qu'on va travailler tout le temps avec le même partenaire. Sinon, il y a des paramédics qui sont à la pièce, qui vont remplacer des maladies, des vacances, etc. Fait que oui, chiffre jour, soir, nuit. Mais on n'a pas de rotation comme les policiers foncés. Je vais être pendant un an de temps de jour. Puis si après ça, je veux changer, je vais être pendant un an de temps de nuit. Fait qu'on reste tout le temps sur la même plage horaire. Ensuite de ça, dans ce corps-là, parler d'un corps typique, on va avoir une pause repas. En fonction de la longueur de notre corps de travail, on va avoir notre pause, si elle peut nous être octroyée. C'est sûr, si c'est rendu à mon heure de manger, mais qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire à 3 coins de rue, je n'irai pas manger tout de suite. Je vais aller le faire. Si je suis en fin de quart, que je suis supposé finir de travailler dans 3 minutes, et qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, je dis ça, mais ça peut être n'importe quel appel urgent, une détresse respiratoire, une réaction allergique, qui n'était pas loin de moi, la répartition va l'affecter. Ça arrive quelquefois, très souvent, qu'on finit plusieurs minutes, des heures après notre corps de travail. On a une moyenne annuelle d'une vingtaine de minutes après le temps supplémentaire à chaque corps de travail. Annie, je vais revenir à ta question pour le masque. On a un sujet juste là-dessus tout à l'heure. Ça fait le tour. Ça va arriver aussi des fois qu'il va falloir qu'on retourne au bureau si on a du matériel qui est brisé. On va s'en retourner au bureau chercher le matériel qui peut manquer, mais sinon on reste tout le temps sur le territoire du début à la fin de notre corps de travail. Puis on a une certaine liberté pendant notre pause repas pour aller un peu où est-ce qu'on va. Pour conclure, un quart type, du moment où on a fait la remise en service à l'hôpital, à ce moment-là, on se remet disponible avec la répartition via notre ordinateur. Et à ce moment-là, on repart sur un autre appel, un point d'attente ou autre chose comme les pauses repas. Je vais répondre à la deuxième question d'Annie. Elle demande, en cas d'appel urgent, avez-vous le droit de défoncer? On a une belle crowbar dans le truck. On a une procédure de défonçage, on va s'assurer qu'on est de la bonne adresse. On va essayer de rejoindre le patient, on va essayer de tester un peu toutes les portes, voir si on ne voit pas le patient à l'intérieur. Et oui, si après cette procédure-là, le patient, on sait qu'il est en dedans, pas grave d'ouvrir la porte, on va la défoncer. À ce moment-là, on fait venir les policiers qui vont sécuriser les lieux jusqu'à ce qu'un serrurier arrive. Puis, on quitte jamais sans, puis on s'assure qu'il y a quelque chose de sécuritaire au domicile. C'est ça, on ne laissera pas votre porte ouverte chez vous. Puis, je parlais tout à l'heure, les USO, l'unité de soutien opérationnel, ils ont des crochets aussi pour ouvrir les portes. Oui, on est appelé, dans le fond, tous les accidents de travail sur la route, c'est nous autres qui font les faire aussi. Météoralité? Météoralité. On se fait ça cosy. Ouais, on se fait ça cosy. La tienne, là. Ah, merci. Les gars, on garde la distance de 2 mètres. Si on se rapproche plus tout à l'heure, il faut en dire. On vient sur l'histoire de pandémie. Mais, dis-moi donc, l'ambulance, c'est gratuit. Il paraît... J'ai ma carte de RAMQ, là. Oui, il paraît que non. Fait que l'ambulance, c'est jamais gratuit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui vont être exemptés de devoir payer parce qu'ils ont des assurances privées, parce qu'ils ils ont des services de gratuité quelconques. Je prends exemple les vétérans, les anciens combattants. C'est un exemple. Fait que oui, il y a toujours des frais associés à l'ambulance. Si on regarde là, les coûts d'un transport, on parle là, de 125 $ plus le kilométrage qui est des frais de 1,75 du kilomètre. Ça, c'est facturé seulement si on prend en charge le patient au domicile et qu'on l'apporte à l'hôpital. Si on se rend sur les lieux et que vous prenez la décision de pas venir à l'hôpital, à ce moment-là, il n'y a rien qui va être facturé. On va reparler de ça. Puis il y a une majorité, la grande majorité de ces frais-là sont couverts par le gouvernement. Si on regarde l'année passée, l'urgence santé, le coût moyen d'un transport par rapport à toute la structure de la corporation était d'environ 625 $. Puis ceux qui n'avaient aucun service pour couvrir les frais, pas d'assurance, rien, il y avait juste à payer 125 de ceux des 75 km. Exact.
Hey, j'ai une question pour toi, Eric. Ça a l'air que si j'arrive à l'urgence, en ambulance sur civière, ça irait plus vite. Eh ben non. Ah non? Ça va être plus vite pour faire le triage. Parce que on va amener d'avance l'hôpital, mais l'utilisation, on fait tout le temps. On va aviser qu'on s'en vient. On va se faire trier par l'infirmière plus rapidement. On arrive en ambulance, à pied, en taxi ou en hélicoptère. L'infirmière va faire son triage, puis va déterminer où est-ce qu'il va le patient. Ce n'est pas parce que tu arrives en ambulance que tu vas être couché sur une civière ou que tu ne vas pas dans sa d'attente. C'est un moyen de transport. C'est sûr que les cas urgents, qu'on vous donne des médicaments, qu'on donne des soins, pas possiblement que ça va être un cas urgent aussi pour l'hôpital. Oui, ça m'a trouvé une question, excusez-moi. Justement, les paramédics, êtes-vous en mesure de nous dire j'ai besoin d'aller à l'hôpital? Hey, ça, c'est une belle question parce que malheureusement, on n'a pas le droit de dire ça. Fait que, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que quand vous composez le 911, il y a comme une espèce de contrat qui se fait de façon un peu informelle. En fait, on s'attend que normalement, quand vous faites le 911, c'est que vous voulez le service des paramédics et vous voulez être transporté vers l'hôpital. Ce que ça veut dire, c'est que nous, comme paramédics, contrairement au grand public, quand vous faites des formations de secouristes ou de premiers soins généraux, on doit rechercher le consentement du patient ou des proches de l'entourage. Nous, du moment où vous composez le 911, il y a comme cette entente-là de préétabli. On ne recherchera pas nécessairement à rechercher en fait, du consentement. Fait que, quand on fait le 911, nous, on va se présenter, on va vous offrir les soins appropriés et ça fait partie de notre travail de vous amener vers l'hôpital. Fait que c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que je devrais aller à l'hôpital avec ce que vous voyez? La responsabilité vous appartient toujours de décider si vous prenez la décision d'aller ou non à l'hôpital ou peut-être de choisir une autre option. Le paramédic, légalement, est obligé de suggérer le transport et d'inciter le patient à aller à l'hôpital. De ne pas initier un refus de transport. Dans le fond, c'est comme si vous appelez un pompier pour demander s'il peut chez vous. Quand vous appelez, c'est pour être transporté à l'hôpital. Puis légalement, on n'a pas le choix. C'est de voir avant, si vous n'êtes pas certain si ça nécessite l'urgence, de voir les autres options qui sont faites. Le 811, votre médecin de famille, dépendamment de la situation d'urgence. De plus en plus, avec le COVID, il y a plein de téléconsultations. Vous pouvez appeler, il y a Bonjour Santé, exemple, que vous pouvez contacter sur le site web, vous rentrez vos infos, ils vont donner soit des cliniques sans rendez-vous que vous présenter alentour de chez vous, ou la possibilité de faire une téléconsultation. Vous n'avez même pas besoin de déplacer de parler à un médecin. Puis souvent, ces techniques-là vont être plus rapides pour vous. Parce que si votre appel n'est pas urgent, vous allez attendre longtemps à l'ambulance, puis vous allez attendre longtemps à l'hôpital. Versus prendre un rendez-vous dans une clinique, ça va être beaucoup plus rapide. Par contre, si moindrement vous avez un doute sur la condition, sur le niveau d'urgence de ce que vous avez, appelez-nous. Il faut nous appeler. Tout ce qui est problème neurologique, on se rappelle des publicités de cœur et AVC, des troubles d'élocution, des asymétries des bras, le visage qui croche, toutes les douleurs au niveau cardiaque. Abdominal aussi, ça peut être un peu touché, tous les traumas. Appelez-nous. Au pire, ils vont vous dire d'appeler le phare. Yes! J'ai une question pour toi, Eric, encore. Ouais. C'est quoi qui influence le temps que ça va prendre avant que l'ambulance arrive chez moi? Principalement, c'est la priorité qui va être déterminée. Je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure dans le champ d'intervention. Si votre situation est considérée moins urgente qu'un enfant noyé, c'est normal que l'ambulance aille chez l'enfant. Parce que l'enfant noyé en premier. C'est un peu comme à l'urgence. Puis c'est dur de vous dire combien de temps ça va prendre avant que l'ambulance arrive, autant que c'est dur de vous dire à l'urgence combien de temps ça va prendre pour être traité. Parce que des fois, vous êtes dans la salle d'attente, il n'y a pas un chat qui arrive, mais il y a 2 ambulances qui arrivent avec des gros traumas de la route en arrière que vous ne voyez pas arriver. C'est pour ça que des fois, c'est long à l'hôpital, mais on vit un peu la même chose. Il y a des priorisations qui font que des fois, les paramédics sont pris sur des appels plus urgents, puis c'est logique un petit peu parce que c'est ça notre travail aussi. Exact. Puis je compléterai en disant que souvent, on se fait demander, pour quel hôpital vous travaillez, vous? En fait, on ne travaille pas pour un hôpital, on travaille pour l'Urgence Santé, la Corporation d'Urgence Santé, qui couvre le territoire de Montréal et Laval. Les paramédics, là, vont m'apporter à l'hôpital que je veux aller. Oui, écoute, on va essayer.
On va commencer en disant, on va essayer. Les gens qui recherchent d'aller, mettons, dans un hôpital, parce que l'hôpital, souvent, c'est celles qui sont la plus proche ou celles qui sont connues de cet hôpital. Ça se pourrait qu'on ne vous amène pas à l'hôpital que vous avez demandé pour la seule et unique raison qu'on doit se fier à certains aspects, dans le fond, de l'intervention. On parle, exemple, de spécialité dans les CH. Exemple, si vous faites un AVC et qu'on a besoin d'aller chercher un soin direct, où est-ce qu'il pourrait aller faire ce qu'on appelle la thrombolyse, des choses comme ça, ou d'aller chercher un cardio, ou dissoudre le cardio, si on vous amène dans un CH, parce que vous me l'avez demandé, et qu'il n'offre pas ce service-là rapidement, on n'est pas à la bonne place. On crée des délais supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'on va aller directement à l'hôpital que vous nous demandez. Il y a vraiment des règles écrites qui nous disent dans tel contexte, on doit aller à tel hôpital, dans tel autre contexte, on va choisir un autre hôpital. Bien sûr, si on ne rentre pas dans ces critères-là préétablis, si vous me demandez l'hôpital, exemple, on va prendre un hasard, Verdun, qui est proche du centre sous-comté ici, au centre de formation, on va demander l'hôpital de Verdun. Avec la répartition, avec les hôpitaux, les 18 hôpitaux, eux autres, on le sait, qui ont une capacité d'accueillir un nombre limité d'ambulances, dans le fond, sur un temps donné. Fait que si la limite elle est déjà atteinte, ça se peut qu'on soit réorienté ailleurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que si jamais vous me demandez, exemple, l'hôpital de Verdun, puis qu'on peut vous la donner, on va le prioriser. J'ai une question sur le sujet, mais les gars demandent, lorsque vous terminez le DEC en soins préhospitaliers d'urgence et que vous commencez à travailler, vous placez avec un partenaire qui a de l'expérience ou c'est deux nouveaux étudiants. Ça dépend des compagnies. À Urgence Santé, on a une intégration avec des instructeurs. Fait que je vais m'en aller avec deux nouveaux sur la route. Je vais être comme leur coach pendant un certain nombre de quarts. Puis après ça, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont déjà prêts à voler par leur propre temps. On les encadre un petit peu pour les particularités de l'entreprise. Puis après ça, ils vont souvent avoir des postes de remplacement ou s'offrir des postes de remplacement ou se faire offrir d'être à la pièce pour juste prendre un poste en complément, fait que remplacer des personnes en maladie, en férié ou en vacances. Bravo, merci Daniel Jessica pour les félicitations. Monsieur Luc aussi, merci. David, je vais te faire une autre question, mais je vais aller lire. C'est bon. Pourquoi c'est si long avant de partir à l'hôpital? Il me semble que c'est urgent. Pourquoi brasser ses yeux? C'est une super bonne question. En fait, on se fait souvent dire ça. Il me semble que c'est urgent, vous devriez partir tout de suite. En fait, les gestes qu'on pose au domicile, au chevet du patient, vont vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. Si on revient souvent sur les genres d'exemples, c'est l'AVC, l'infarctus, donc la crise cardiaque. Je vous disais tantôt, on a l'opportunité, on a la chance d'envoyer directement l'électrocardiogramme à l'hôpital. On a la chance de directement appeler l'hôpital pour les mettre sous tension, pour les aviser qu'on s'en vient. Fait qu'eux, ils peuvent mettre l'hémodynamie, ils peuvent mettre les équipes spécialisées sous tension avant même qu'on se mette en direction. C'est un peu comme quand vous appelez le 911, des fois, souvent, avant même qu'il ait fini le questionnaire, l'ambulance va déjà être en direction. Mais nous autres, des fois, on va appeler l'hôpital, l'annonce, puis tout se met en branle, au même titre que nos soins. Fait que ce serait plate aussi de prendre pas assez de temps sur place pour bien évaluer, pour justement passer à côté de quelque chose qui serait majeur et critique, puis que malheureusement, ça nous ferait choisir à ce moment-là un mauvais CH ou un choix qui n'aurait pas une spécialité, et après ça, il faudrait retransférer. Fait que, des fois, ça peut paraître long sur place, mais c'est vraiment dans l'optique de gagner beaucoup de temps, plusieurs minutes, des fois même des heures après l'évaluation. C'est à mon tour de parler. Si une ambulance qui roule avec seringue de renfort s'arrête dans une intersection, c'est pour me laisser le passage, ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Fait que quand on roule avec seringue de renfort, oui, c'est urgent, mais il faut quand même être sécuritaire. Fait qu'un paramédic devrait toujours faire un arrêt complet à la lumière rouge, s'assurer que c'est beau de chaque côté. On ne va pas les yeux fermés avec la sirène, puis j'espère qu'ils vont m'entendre. Aussi, il faut mettre dans le contexte que souvent, on a des soins en donnant en arrière. Fait que c'est pas parce qu'on a les sirènes, les gyrophares allumés qu'on va rouler à fond la planche, le pied dans le tapis. Il faut être sécuritaire auprès des citoyens, auprès du patient, mais aussi auprès de nous autres. Sur un arrêt cardio-respiratoire, mon partenaire va être possiblement d'être debout
arrière dans le module de soins. Donc, je ne peux pas me permettre de tourner, de faire un virage à 60 km/h à 90 degrés et pas se promener partout. Donc, pas parce qu'on a tout le sapin de Noël d'allumé qu'on va rouler très, très vite. On a quand même un véhicule assez vite. La bonne chose à faire quand vous voyez une ambulance, même si c'est à sens inverse, vous ralentissez si c'est possible. Collez à droite puis arrêtez complètement votre véhicule pour laisser le passage. Et dès que vous la voyez, peu importe ce que vous avez. Après ça, nous autres, on se profilera dans le champ. Je te dis à la prochaine. J'ai déjà vu une ambulance utiliser, on va parler encore de sirènes et gyrophares, juste pour dépasser le trafic. Parce qu'il faut rester tenir à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que l'utilisation du mode urgent, donc avec sirène gyrophare, ce n'est pas à la discrétion des paramédics. C'est vraiment, il y a un contexte, ça veut dire la priorité de l'appel, comment ça a été évalué avec la prise d'appel. Ça peut être aussi quand on se rend vers l'hôpital. Généralement, ça ne change pas l'état du patient, là, mais c'est surtout quand ça se produit, c'est souvent quand on se rend au domicile, quand on reçoit l'appel. Ça peut être parfois qu'il y a une ambulance qui s'est mise disponible plus près de moi, puis cet appel-là a été réaffecté à cette ambulance-là. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être que, Éric tantôt disait, bien, on reçoit l'appel, elle est en priorité urgente, fait qu'il envoie tout de suite l'ambulance, continue l'évaluation, puis après ça, bien, ce qui est mentionné au téléphone, le niveau de priorité diminue, donc à ce moment-là, on ne poursuit plus avec sirène gyrophare. Ça peut être des contextes de cette nature-là qui vont nous mettre faire changer notre mode de conduite de urgent à non urgent. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas à la discrétion du paramédic de choisir le mode de conduite. Ça fait le tour de notre question-réponse. On va faire rapidement les changements de la pandémie. Puis en même temps, je vais répondre aux questions. Fait que Valérie, l'école, faites-vous des simulations? Oui, il y a des cégeps qui ont des fausses ambulances à l'intérieur. Puis le cours de conduite, on va faire avec des vraies ambulances. On va avoir des vraies ambulances pour pratiquer. Fait qu'on fait des scénarios assez réalistes. Et David McDonald, j'aimerais qu'on rajoute que le paramédic, oui, il faut absolument informer au meilleur de nos capacités le patient pour qu'il soit capable de prendre sa décision. Par contre, que ce soit au niveau de notre formation et des outils qu'on a pour évaluer le patient, on est plutôt limité. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur thoracique, quand la mâchoire et le nombril, il y a mal là, mais jusqu'à preuve du contraire, ça se peut qu'il soit en infarctus. Alors, on va faire des électrocardiogrammes, mais même si l'électro ici est beau, ben, ça prend des prises de temps, ça prend un observant à l'hôpital par le médecin pour s'assurer que tout est correct. Fait qu'on n'a pas tous les outils pour faire ces évaluations. Pandémie. On pose la question. Moi, quand je parle en ce moment, j'ai plein de particules qui volent, c'est normal, je postine tout le temps, mais on fait tout ça tout dessus. 2 mètres environ. C'est pour ça l'approche à 2 mètres, puis garder le 2 mètres, puis là. Quand on n'est plus capable de respecter ce 2 mètres-là, c'est là qu'on va mettre, tu ne tiens pas loin, on va mettre nos masques chirurgicaux. Les changements avec la pandémie, bien, un de nos changements, c'est qu'aussitôt qu'il faut être plus proche de 2 mètres, c'est la première fois qu'on a un rapprochement. Oui, c'est fort. Il faut mettre le masque. Vous comprendrez, dans une ambulance, assis en avant, c'est pas mal à moins de 2 mètres. On est tout le temps rendu avec ça dans la face. Même en centre opérationnel, on se promène dans les corridors, puis c'est moins de 2 mètres. On va mettre le masque pour se protéger entre nous autres, pour éviter que la flotte soit contaminée. Qu'est-ce que ça a changé d'autre, la pandémie? En fait, la pandémie a changé beaucoup de choses. Ça a changé l'approche du patient. On a parlé de l'approche à 2 mètres. La gestion des voies respiratoires, en fait, tout ce qui peut sortir potentiellement de la bouche, du nez du patient. On essaie de garder une distance, puis on essaie de garder des outils qui vont nous protéger de ça. L'approche a changé. L'utilisation des équipements de protection individuelle a changé. L'évaluation a changé. Nos protocoles ont changé. Exemple de protocole de réanimation, on le sait que si on fait des compressions et des ventilations aux patients, on s'expose davantage. Par contre, ça ne change pas qu'on va faire des manœuvres si le patient doit faire des manœuvres, mais dans la façon, les gestes, la séquence, il y a beaucoup de choses qui ont été changées sur nos protocoles. On parlait tantôt qu'on donne le salbutamol, un médicament pour ouvrir les voies respiratoires qui fait une vaporisation, une brumisation. Bien, évidemment, ce médicament-là, on va plutôt utiliser le médicament du patient avec l'aérochambre pour éviter cette vaporisation-là de particules potentielles.
peux te montrer comment on a à s'équiper parce que dès qu'on sait qu'on a un COVID, un patient qui a un potentiel de COVID ou qui est confirmé COVID, ben, on va arriver devant l'adresse, puis là, des fois, ils font pourquoi ils sont là, ils ne sortent pas. Ben, il faut mettre tout ça. Fait qu'on ne se promène pas avec tout au complet en attendant les appels. Quand on va arriver chez vous, ben, on va faire cette première faire de gants. Pendant que Nicolas s'habille, il va mettre la jaquette. Tu parlais d'autres éléments qui ont changé avec la pandémie. On peut juste prendre un seul patient dans l'ambulance, donc on ne peut plus avoir d'accompagnateur pour éviter les risques. On s'entend en ambulance, c'est une petite pièce fermée, pour éviter les risques de contamination, à moins que l'accompagnateur soit, exemple, un parent avec que notre patient soit un très jeune enfant. C'est un exemple que l'accompagnateur c'est tout le monde là de jaquette. D'autres choses qui ont changé avec la COVID, il y a des ruptures de médicaments dans les hôpitaux. Fait que, maintenant, il faut vraiment apporter tous les médicaments que le patient a avec lui à l'hôpital. S'il a besoin de médicaments, on peut se fournir. J'ai des questions en même temps, je peux dire. Nicolas, tu veux expliquer qu'est-ce que tu... Oui, tu peux faire l'explication en même temps que... Pour une question de disponibilité de matériel, la Urgence Santé n'a jamais manqué de stock au niveau des équipements de protection. Notre employeur nous a acheté des masques réutilisables. Contrairement au N95 qui était jetable après un patient où c'était possible de les réutiliser, mais c'est plus ou moins facile au niveau de la logistique. On a des masques un peu pour faire de la construction. Ce sont une coffre de plus que les N95 que vous voyez à la télévision, qui ont des cartouches. Fait qu'on va laver tout l'extérieur du masque. C'est sûr qu'on ne met pas d'eau dans les cartouches. C'est des fils qui vont nous permettre d'intervenir en étant très bien protégés. On a une trentaine, je changé un peu, là, mais depuis le début de la pandémie, on a 30 employés total qui ont été contaminés, ce qui est très, très peu par rapport au réseau de la santé et à l'exposition qu'on a avec les patients. On rentre vraiment dans leur domicile, où est-ce qu'il peut y avoir une chambre grave quand même. On va mettre une visière de protection et ou des lunettes pour se protéger le visage. Au niveau des petites particules, je parlais de mes postillons tout à l'heure qui volaient à environ 2 mètres, ben, ils peuvent rentrer par des muqueuses. Les muqueuses qu'on a, c'est les yeux, le nez, la bouche, les lèvres. C'est pour ça que c'est ces éléments-là qu'on va se protéger. Sinon, ben, une peau non intacte. Si j'ai des lacérations, c'est là que les bactéries, les virus peuvent rentrer. Nicolas a mis une deuxième paire de gants et maintenant il est prêt à intervenir. Moi aussi, je vais m'habiller. On va s'assurer que l'équipement est mis conformément. Et là, on va pouvoir rentrer sur les lieux. C'est sûr que ça apporte des délais supplémentaires lors de nos interventions. Je vais m'approcher parce que je veux que vous constatiez que c'est très difficile de parler adéquatement avec ce masque-là. Il faut parler fort, lentement et essayer d'être très bien prononcé. OK? Fait que oui, des fois, ça nous crée des anecdotes un peu loufoques parce que des fois, on essaie de communiquer l'hôpital quand on est en direction et ils nous entendent pas beaucoup. C'est le désavantage de ce masque-là, mais on se sent très, très bien protégé. L'autre désavantage aussi, c'est que si on le sert trop, on a des belles petites marques rouges quand on arrive à la maison en fin de journée. Merci. Autre question? Oh, ça change, c'est bon, pas de questions. Ça fait le tour des éléments avec la pandémie. OK, c'est 25. On va étirer d'une dizaine de minutes. Je vais faire quand même le héros urbain. Fait que Nicolas des équipes rapidement, hors champ, parce qu'il ne fait pas vraiment comme la procédure. Puis il va même. Fait que héros urbain, une formation, ça va être très rapide, vous allez voir, mais que vous pouvez pratiquer à la maison. Fait que l'enregistrement que vous avez là, ça va être un enregistrement, il va être disponible plus tard. Vous pourrez peut-être le revoir. 3 gestes super importants qui font vraiment la différence entre la vie et la mort. Je parlais tout à l'heure de notre temps de réponse moyen l'année passée, 6,92 minutes. 6 minutes 92, c'est plus que 6 minutes. Fait qu'environ 7 minutes. Si on prend quelqu'un un arrêt cardio-respiratoire, à chaque minute qui passe, la personne perd 10 de chance de survie. Fait que nous autres, les premiers répondants, quand on arrive, en moyenne, la personne a déjà perdu 70 de ses chances de survie. C'est pour ça que je vous disais, le maillon le plus important, c'est vous. 3 gestes, déblocage des voies respiratoires. Quelqu'un qui mange de la nourriture, qui s'obstrue. Ça ressemble à quoi? Souvent, un réflexe que vous parlez anglais, français, chinois, parlez plus, parce qu'une obstruction complète des voies respiratoires, il n'y aura plus de son. Les personnes ne sont pas capables de crier, pleurer. Ça va être le silence total. Les mains vont souvent venir au niveau du cou.
bien, ça, il faut agir là. C'est vous qui allez agir. Un paramédic, je ne ferai possiblement jamais des obstructions des voies respiratoires, à moins que je sois au restaurant avec ma famille et que ça arrive à quelqu'un au restaurant. Comment on fait ça, Nick? Bon. Nick, c'est tout. Il met autour du cou, il essaie de tousser. Quand il tousse, on encourage à tousser. Tousse, Nick, tousse, tousse. Oh, il tousse plus. C'est là que j'interviens. On va se placer confortablement derrière le point fermé, le point plat au niveau du nombril. On ne prend pas trop de temps à jouer à Bonhomme Pillsbury. On trouve le nombril, on va à peu près. L'autre main par-dessus. Donc, Nick, je vais t'aider. Je m'installe en arrière, le point sur le nombril, l'autre point main par-dessus. On va accoter la personne sur nous et on va faire des poussées en J. Donc, des poussées vers l'intérieur et vers le haut, vers l'intérieur et vers le haut, vers l'intérieur et vers le haut, jusqu'à ce qu'on fasse sauter le bouchon. Je vais rapidement parce que le temps presse. Vous pouvez l'écouter et pratiquer ça à la maison. S'il y en a qui ont des questions, c'est en J. Oui, ça va être enregistré, ça va être disponible. Ah, c'est Anne-Marie qui parle. Deuxième geste, qui a une très, très grosse incidence que vous pouvez faire, qui augmente là, exponentiellement les chances de survie du patient. Moi, je vais chercher un mannequin. Je n'ai pas mis de gants parce que je prenais instrument. Je n'ai pas tout le temps des gants sous la main. Ils sont pleins de. Avec le massage cardiaque, ça aussi, ce n'est pas très, très compliqué. Ce que je vous enseigne là, c'est assez similaire à ce que les répondants médicaux d'urgence vont vous dire. Tu vas rester à 2 mètres de moi? Oui. Je vais enlever mon flash chirurgical. Pour ceux qui lisent sur les lettres. Donc, on commence par un peu d'anatomie. Le cœur est situé où? Avec le cœur, pas à gauche, pas à droite. Il est en plein centre du thorax. Si on fait une ligne imaginaire entre le menton, le nombril et la ligne sous-axillaire ou la ligne mammaire, c'est en plein là, dans le centre, qui est le cœur. C'est là qu'on veut masser. Pour masser, c'est super simple, par contre, c'est exigeant. Peux-tu me faire un zoom par terre, s'il te plaît? 4. Par contre, c'est exigeant. Pour avoir le plus de force, je sais qu'il y a des questions. Pour avoir le plus de force, ben, je vais mettre 90 degrés au-dessus de la personne. Je vais mettre la paume de ma main, l'une de mes mains, celle que je veux, en plein centre du thorax. Où est-ce qu'il y a le cœur? C'est là qu'on veut pomper. On va faire le massage cardiaque. Là, je m'en vais trop vite. On veut faire le massage cardiaque à qui, selon vous? Ben, quelqu'un qui est inconscient et qui n'a pas l'air de respirer. J'arrive. OK, inconscient, ne respire pas l'air de respirer. En premier, on va faire le 9-1. Est-ce que tu peux appeler une ambulance et aussi aller me chercher un défibrillateur s'il est disponible? Oui, bien sûr. Et là, je vais faire le petit. Donc, la paume de la main en plein centre du thorax. Je vais utiliser le poids de mon corps pour faire des compressions. Je me mets à 90 degrés au-dessus. Mes bras soient le plus droit possible et que mes coudes soient barrés. Pousser. On va pousser fort, puis on va pousser vite. À quelle vitesse? Un cœur normal va battre de 60 à 80 battements par minute. Nous autres, on va aller plus vite que ça. On va aller chercher pas loin du 120 battements par minute. Avec 2 compressions par seconde. Il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que le cœur, si on le shake trop, on va faire un peu comme du jello, ça ne sera pas efficace. Mais il faut quand même aller avec une bonne vitesse. Au niveau de la profondeur, c'est 3 à 5 cm de profondeur qu'on va aller chercher. Si vous voulez pratiquer à la maison, vous pouvez vous trouver un oreiller ou quelque chose pour pratiquer les compressions. Si vous faites un 9 à 1, les répartiteurs médicaux d'urgence vont pouvoir mettre un chronomètre, un tempo pour vous aider à avoir le bon rythme pour vos compressions aussi. On fait ça jusqu'à quand, ce massage cardiaque? On fait ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un DEA serait arrivé, ce serait une bonne idée. OK, s'il n'y a pas de DEA. S'il n'y a pas de DEA, jusqu'à l'arrivée des répondants, en fait, des paramédics, ou peut-être qu'il y a une relève qui vienne vous aider aussi. Ça pourrait être des bons choix. OK. Fait que un pompier, un premier répondant, un paramédic, ou si je commence à être épuisé, je peux demander à n'importe qui de venir prendre la relève. Vous avez vu, c'est pas très, très compliqué. Par contre, physiquement, ça va devenir exigeant avec le défibrillateur. Comme vous dites, je vais rapidement parce qu'on a beaucoup de temps.
si vous voulez suivre des formations, allez sur le site Internet d'Urgence Santé, sinon il y a plein de compagnies qui peuvent vous offrir des formations de réanimation cardio-respiratoire de 4 heures, de journée complète ou même de 2 jours avec des soins au niveau des urgences. Le défibrillateur. De faire du massage cardiaque, c'est une pause au chronomètre que je vous parlais tout à l'heure. Masser, c'est pas ça, à part dans des rares exceptions, c'est pas ça qui va repartir le cœur. C'est qu'on va remplacer le cœur qui a arrêté de fonctionner. On va faire circuler le sang, puis on va prendre l'oxygène qui est résiduel, qui reste un peu partout dans le corps, puis on va le faire circuler. Je ne sais pas si quelqu'un a posé la question, mais faut-tu ventiler des fois? Si vous faites un cours de plusieurs heures, oui, on va vous apprendre à ventiler. Seulement avec la situation de pandémie, c'est un peu proscrit. Mais comme premier intervenant, si vous faites juste du massage cardiaque, parce que vous ne traînez pas un gros pocket masse, un gros masse de poche en haut de poche, c'est ça à gauche. Ce qu'on veut, c'est que les gens massent rapidement. Donc, massage cardiaque, on pousse fort, on pousse vite dans le centre du thorax. On va stopper le chronomètre, ralentir le chronomètre de la personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Au lieu de perdre 10 de chance de survie par minute qui passe, on va diminuer ça presque de moins. Ça va nous donner plus de temps, nous autres, aux paralytiques pour arriver. Plus de temps pour arriver, plus de chances pour gagner la personne. Ce qui va gagner, par contre, si vous y avez accès, c'est un défibrillateur externe automatisé, un DA. Et le automatisé parle pour vous, parce que c'est tout automatique. On a juste à écouter ce qu'il dit. Le cours ne sera pas très, très compliqué. Je vais juste appuyer sur le bouton pour le mettre en marche, puis on va écouter ensemble qu'est-ce qu'il nous dit. Appareil prêt. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. L'ambulance, c'est ça, c'est pas déjà fait. De défibrillation sur la poitrine du patient. Appliquez les électrodes. Tu fais sur pause, ça. Fait qu'il continue à parler. Appliquez les électrodes. Fait qu'il y a des beaux petits stickers qui sont très, très clairs qui vont nous indiquer comment les appliquer. Donc, il y en a un, on va venir décoller la pellicule protectrice, venir installer la croix rouge ici, puis ça dépend des modèles, il faut regarder les différents modèles. La croix rouge ici va venir sur le centre du thorax et le gros collant va venir sur le pectoral droit. L'autre ici, si je regarde le dessin, même chose, j'enlève la pellicule à l'arrière, il vient sur le flanc à gauche. Je vais venir l'installer sous le sein au niveau du flanc gauche. Une fois que c'est fait, je peux refaire. C'est une pratique qui ne donnera pas de vrai choc. Fait le petit dessin d'électrode. Oui, c'est ça que j'ai fait. Il clignote, il l'a reçu. Mais... La technologie. Ça, c'est le nombre d'ordi qui fonctionne ici en même temps. Ça, c'est les joies du live. Appliquez. Oh! Appareil prêt. Donc, une fois que les électrodes. Calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Puis, si vous n'avez pas entendu, de défibrillation. si vous n'avez pas entendu, il va juste répéter jusqu'à ce que vous ayez fait la prochaine étape. Fait que là, j'ai appliqué les électrodes. Appliquez les électrodes. Ne pas toucher la victime. Je ne touche pas la victime. Analyse en cours. La machine va regarder s'il faut donner un choc ou non. Parce qu'il y a des fois qu'il ne faut pas en donner. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Choc conseillé. Il faut donner un choc. Ne pas toucher la victime. Fait que tout le monde s'éloigne. On va donner un choc. Le Clignotant. bouton orange ici qui clignote. J'appuie. Choc téléphonique. Commencez la réanimation. On va recevoir un choc. Commencer la réanimation. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on vient de parler, pousser fort, pousser vite dans le centre du thorax. Et on va faire ça pendant 2 minutes. Poursuivez la réanimation. À toutes les 2 minutes, le défibrillateur externe automatisé va vous dire arrêtez la réanimation, puis il va essayer de redonner un choc. Ainsi de suite, jusqu'à ce que soit le patient se réveille, soit que les autres intervenants, comme Poursuivez la réanimation. est insistant. J'ai été vite. Nicolas, qu'est-ce que j'ai oublié? Annie, elle demande technique de dégagement des voies respiratoires. Respiratoire, femme enceinte, personne obèse. Poursuivez la réanimation. On ne parle pas pour la formation que je vous donne là, c'est une formation très, très raccourcie, puis héros en 30 aussi, c'est une formation qui durait 30 minutes. On ne parle pas de voie respiratoire là-dessus. Pourquoi? L'obstruction des voies respiratoires, c'est quand même une
énième cause, c'est une cause d'arrêt cardio-respiratoire, mais souvent les arrêts cardio-respiratoires pour les adultes vont avoir plus d'origine cardiaque. C'est un problème avec le cœur. Il n'y aura pas nécessairement d'obstruction des voies respiratoires. On veut se concentrer sur le massage. Pourquoi qu'on focus là-dessus? C'est qu'il y avait beaucoup de personnes, de premiers intervenants comme vous, qui n'osaient pas agir, qui n'osaient pas intervenir auprès d'une personne en détresse parce qu'il n'y avait pas le masque de poche pour se protéger. Les gens ne faisaient rien du tout par peur de ventiler. Mais ce qui sauve des vies et ce qui va augmenter les chances de survie du patient, c'est le massage. On met ça de côté, c'est d'ailleurs les mêmes directives dans la plupart des situations que les RNU vont vous donner. Mettre les mains sur le thorax, masser fort, masser vite, jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Dans un contexte urbain, l'oxygène qui reste au niveau des tissus, des organes, va circuler, va aller aux organes qui en ont vraiment besoin, par exemple le cerveau, pour éviter la mort des cellules. Dans le contexte que l'ambulance va être là dans une dizaine de minutes, il y a assez d'oxygène, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est d'autres questions. Femme enceinte, obèse morbide, au niveau d'une personne bariatrique là, qui a un surplus de poids, c'est rare que ça va remettre au niveau thoracique que la masse adipeuse va être présente. Ça peut être abdominale, les bras, les jambes. On va être quand même capable de venir faire nos compressions de la même profondeur, 5 à 6 cm. Pour la femme enceinte, même principe, on va masser fort, masser vite dans le centre du thorax, le bébé est un petit peu plus bas, puis il n'y a pas de danger pour le bébé à ce moment-là. D'autres questions? Non, c'était pas mal ça. Il y a une information qui a été ajoutée en complément. Si vous avez plus d'informations sur la formation Héros urbain, il y a le site, là, dans le fond, d'Urgence Santé pour avoir plus d'informations. Avec Héros urbain, on prend 15 minutes sur le déblocage des voies respiratoires, on va le pratiquer ensemble. Le massage cardiaque, un 15 minutes là-dessus. Le défibrillateur, un 15 minutes là-dessus, vous allez pouvoir le pratiquer aussi. Puis un 15 minutes supplémentaire sur le traitement des hémorragies. Annie, elle parle du technique angie pour les étouffants. Je peux en parler vite fait. Il faut que je me recolle sur Nicolas pour en parler de l'obstruction des voies respiratoires chez la femme enceinte. Là, oui, effectivement, c'est sûr, on ne voudra pas faire les poussées angie au niveau abdominal. On va placer ça quelques minutes. Oui. On ne fera pas les poussées angie au niveau abdominal à cause du bébé. On ne fera pas au niveau du nombril. Pour une personne obèse que je ne suis pas capable de me rendre, ou si moi je suis trop petit, je ne suis pas capable de me rendre, on va venir carrément sous les aisselles, venir mettre le poing fermé en plein centre du thorax. Ça fait qu'à peu près où est-ce qu'on fait le massage cardiaque. Et là, on va faire des poussées droites directes pour essayer de faire la désobstruction. Tant qu'à faire, j'ai fait, on va terminer ça. Chez un enfant, on va se mettre un peu plus bas. On va mettre l'enfant sur notre jambe. Même principe, on va faire les poussées en J. Dépendant de la grandeur de l'enfant, on peut le mettre simplement devant nous. Je ne parlerai pas du bébé, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, puis ça fait partie de la formation. Oui, des fois, on reçoit de l'aide des citoyens pour le massage cardiaque. Ça arrive, puis c'est, comme je dis, c'est l'élément qui a le plus d'incidence sur la mortalité et morbidité. C'est vraiment vous autres qui allez sauver les citoyens. Parce que s'il n'y a personne qui fait rien pour une obstruction des voies respiratoires ou quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire, malheureusement, souvent quand on arrive, il va être trop tôt. On va dans le top 10. Mot de la fin? Petit mot de la fin? Avez-vous d'autres questions? J'ai l'impression d'avoir garoché les dernières 10 minutes. Ah, ça c'est dans le top 10. C'est quoi les appels qui vous marquent le... C'était dans le top 10. C'était quoi vos appels les plus marquants dans votre carrière? Je ne me souviens pas que j'ai mangé pour dîner. Souvent, mes appels, je ne m'en souviens pas trop non plus. C'est sûr que les appels les plus marquants, tout ce qui est accouchement, je vais m'en souvenir toute ma vie. Les arrêts cardio-respiratoires, le premier arrêt cardio-respiratoire, tout ce qui est des appels plus difficiles avec la pédiatrie. Souvent, ce qui nous marque le plus, c'est de valeur, c'est des appels il y a peut-être un petit peu plus de détresse psychologique en lien avec ça. Mais sinon, il y a plein de beaux appels que j'ai faits. Mais ce qui fait de nos journées magnifiques, c'est notre partner dans le truck avec qui on travaille. En réalité, pour moi, ce n'est pas un travail. Moi, je ne suis pas tous les jours à faire ce que je fais autant au niveau de la formation que sur l'ambulance. Oui, merci. Bonne semaine des SPU. Oui, bonne semaine des SPU, certainement.
Puis merci de votre présence, votre interaction. Ça a été plus qu'on pensait. On n'était pas trop sûr. C'est le premier Zoom qu'on fait comme ça. On va peut-être mettre moins de stock la prochaine fois pour ne pas avoir à compresser. On était supposé finir 12 minutes. C'est pas. Il reste encore trop personnes. Vous avez bien toffé. Merci, Hugo. Fait que regardez que les services de communication, si vous avez d'autres questions, ils vont pouvoir vous répondre. Il y a Marie, Sébastien qui répondaient à quelques questions. Si vous leur envoyez des courriels, ça va faire plaisir de vous aider ou de référer aux bonnes personnes. Dans le fond, nous, là, je pense qu'Éric et moi, on devrait sortir satisfait de cette heure et demie-là ensemble si on a réussi à démystifier c'est quoi le travail de paramédic. Puis là, on parle de la semaine des SPU, donc plus élargie, pas juste la job du paramédic, mais il y a énormément de gens qui travaillent alentour du paramédic. On a parlé de la prise d'appel, on a des reportages médicaux d'urgence, la répartition, la remise en service, personnel de soutien, équipe spécialisée, le QG, quoi qu'il y en a, les agents de liaison, la paye, les horaires, les horaires. Si on a réussi à mettre, à démystifier beaucoup de points pour vous, à répondre à certaines questions de comment ça se passe le travail de paramédic et ce qui englobe le travail de paramédic, je pense qu'on va être sortir satisfait. En plus, si vous êtes intéressé ou attiré vers une formation supplémentaire, parce qu'on a parlé de la chaîne d'intervention, on a parlé des gestes qui sauvent la vie, on a aussi parlé des choses, votre implication comme témoin, comme membre de la famille, comme personnel, comme personne sur place. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour aider les paramédics. On a réussi à s'en jaser. Donc, si vous êtes attiré à vouloir pousser davantage ces connaissances-là, suivez les liens qu'on vous a mis en direct. Je pointe par là parce que moi, ça l'affiche à ma droite. Donc, c'est ça. Inscrivez-vous, allez chercher de la formation. Éric donne de la formation, je donne de la formation. On en donne beaucoup. Peut-être moins là, pandémie, parce que le contact et le rapprochement a été restreint, mais on est en train de revoir toute cette approche-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le Zoom, c'est un changement dans l'approche. Il faut absolument que les gens s'intéressent à tout ce qui est réanimation, étouffement, gestion des choses, des gestes qu'on peut faire dans le concret qui sauvent la vie dans l'immédiat. On a parlé beaucoup d'urgence santé, mais la semaine des paramédics, c'est partout au Canada, en Amérique. Fait une semaine à tous les paramédics, tous les intervenants de proche ou de loin là, qui font qu'on peut offrir ce service-là aux citoyens. Bonne semaine SPU. C'est quoi le mot de la fin? This is what we do.